Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Thomas Thibault. Je vais mettre mon chrono. Je suis designer et cofondateur du studio et coopérative de design de numérique praticable. Et juste avant de commencer, juste pour vous dire que cette présentation est faite en fait sur notre site web directement et que vous pouvez, donc on s'appelle Praticable, le site est praticable, vous pouvez éditer, supprimer, faire votre propre présentation, rajouter vos notes avec le bouton éditer. Et si vous avez besoin, donc pour avoir accès à toute la présentation, voici le lien et le QR code si jamais vous voulez scanner. Avant de vous parler, alors en plus je peux faire un truc, je vais faire plutôt ça, c'est super magique notre site. Hop. Alors c'est parti. Avant de vous parler de paramètres écologiques, je voulais faire un rapide tour sur l'empreinte du secteur numérique. Non, tu vas être chiant, bon bref. Donc le numérique, comme toute infrastructure technique et bel et bien matérielle, elle produit donc des impacts environnementaux et pas des moindres. Alors, on pourrait parler pendant cette conférence de l'extraction des matières premières dans les mines industrielles de plus en plus gigantesques, de la pollution des sols, de l'air, de l'eau, et des conséquences sur les populations locales, la faune, la flore, sans oublier l'exploitation et l'esclavage de 40 000 enfants, ça c'est si on les mettait dans les petits bus, dans des mines artisanales et les violences physiques et sexuelles sur ces populations. Wouhou. On pourrait parler des caps sous-marins, qui font à eux seuls 32 fois le tour de la Terre. On pourrait parler de la fabrication des terminaux, là c'est très petit, mais donc de plus en plus nombreux et puissants, 800 millions en France et une estimation de 70 milliards à horizon 2025 dans le monde. On pourrait parler des data centers, toujours plus grands, consommant en moyenne l'équivalent en électricité d'une ville de 50 à 100 000 habitants, et d'une quantité d'eau toujours plus importante pour les refroidir. Donc 3 millions de litres d'eau par jour pour les plus gros, c'est équivalent à 790 baignoires par heure. Donc ça, que ce soit en ville ou dans le désert de l'Arizona, comme le fait un des data centers de Google. On pourrait également parler que si on ne fait rien, l'empreinte du numérique en France triplera d'ici 2050, selon l'ARCEP et l'ADEME. Bien loin de ce qu'on peut se permettre dans notre budget carbone des accords de Paris. On pourrait parler de tout ça, mais j'ai pas tellement de temps. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce sujet-là. Puis vous allez me dire, oui, Thomas, il m'a pourri ma journée. Donc voici un petit chien mignon. Donc parlons directement des leviers. Donc les leviers, bien que la majeure partie des impacts du numérique soit liée à la fabrication des équipements, l'impact du numérique en France, c'est 80% qui est lié aux terminaux. Il ne s'agit pas juste de faire des appareils réparables. Les choix dans nos interfaces, les choix de fonctions, les sites plus lourds et nos applications plus consommatrices en données et en énergie jouent sur l'obsolescence des terminaux et leur renouvellement, en les saturant et en demandant toujours plus de capacité de calcul. On finit alors par les changer par des plus puissants, en même temps qu'on augmente la taille de l'infrastructure, réseau, data center, qui en retour permet des usages plus consommateurs comme des contenus de plus haute définition et demande des appareils plus puissants, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le paradigme de la corne d'abondance. Avec des chercheurs et chercheuses en informatique et en design du CNRS de l'Université de Strasbourg et les designers de nos studios, on a monté un projet de recherche en design pour penser un numérique s'inscrivant dans les limites planétaires. Ce projet s'appelle Limites numériques. L'un de nos travaux a été de nous pencher sur les applications mobiles et notamment sur la manière dont elles nous permettent d'avoir la main sur ce qu'elles calculent, envoient de données ou orientent de nos usages. Comment elles pourraient nous permettre ou non de cultiver une pratique plus écologique du numérique. On a donc regardé comment elles font ça, comment elles nous laissent paramétrer le numérique, et les enjeux sont d'autant plus forts sur mobile, là où les concepteurs et conceptrices ont tendance à réduire les marges de manœuvre. Donc voici un extrait des résultats de notre enquête, ainsi que quelques pistes, donc principalement de design, pour penser autrement une paramétrisation écologique du numérique. Premier constat. Il y a une absence totale d'intention écologique dans la paramétrisation. Bien que certains paramètres puissent avoir des effets écologiques, comme réduire le poids de téléchargement par exemple, ils ne sont jamais pensés avec cette intention. Un paramètre n'existe que dans une approche consumériste
et performative du numérique. Si la réduction, elle est très souvent présentée comme une version dépréciée des performances maximales que peut nous offrir la techno. Exemple, des petits exemples. La qualité des images, par exemple, se retrouve toujours dans affichage, performance, accessibilité, jamais dans une catégorie écologie ou réduction, bref. Sur Samsung, la résolution de l'écran est paramétrable, ce qui influe sur la durée de vie de la batterie, mais ce n'est pas marqué. Il n'y a aucun compromis ou avantage présenté à la réduction de cette résolution. Pourquoi diable je baisserai ce paramètre? Donc, dans les pistes de solution, je reviendrai après, mais une première étape, en fait, ce serait de penser les paramètres existants, sans faire de nouveaux paramètres, mais les penser dans une optique écologique. Deuxième constat, une compréhension réduite des effets des paramètres. En gros, le vocabulaire simpliste, parfois ambigu, nous empêche de savoir ce que fait réellement un changement de paramètre, et donc d'entrevoir son potentiel effet écologique. Par exemple, sur Spotify, il est difficile de percevoir l'effet que produit le changement de qualité des morceaux sur leur poids. Haute, très haute, mais élevée. Et d'ailleurs, cette qualité audio, entre haute et très élevée, est quasiment imperceptible à l'oreille humaine, sauf si vous avez un casque à 3 000 € et une oreille très habituée à percevoir ça. Mais rien ne nous permet, au moment du paramétrage, d'expérimenter en fait ça, et ça, c'est donc d'expérimenter l'effet de ces paramètres. Autre chose, la fonction qu'on a tous, économie de données. Alors ici, peut-être vous savez ce que c'est, mais le commun des mortels, qu'est-ce que c'est les données dont il parle? Combien ça économise? Ça, on n'en sait rien, on active, on désactive, bon, bref. Donc dans les pistes de solutions, un travail peut-être sur l'aspect visuel des paramètres pourrait être intéressant, sur leur interaction pour comprendre l'effet au moment où l'on paramètre. Là, c'est un petit exemple tout simple. Donc là, c'est des travaux, l'enquête, on l'a fait, mais les pistes, on est en train de les travailler, donc elles ne sont pas complètement abouties. Mais ça, c'est un petit exemple pour, voilà, si on indexait le temps de validation d'un paramètre par rapport à l'ordre de grandeur du poids qu'il permet d'économiser. Troisième constat, un choix par défaut problématique. Le problème, alors, c'est que le choix par défaut des paramètres que vous choisissez en tant que concepteur, conceptrice, est toujours l'option la plus consommatrice et performante, et la plus consommatrice en énergie et en données. Ce choix par défaut est d'autant plus important que peu de personnes prendront le temps d'aller dans les paramètres, de les modifier. C'est un choix qui, s'il est répété sur des milliers, millions, milliards d'appareils, peut avoir un impact important dans l'écosystème numérique. Par exemple, à gauche, c'est la résolution par défaut de notre appareil photo, notre application d'appareil photo. Elle est toujours celle qui est la plus haute. 12 mégapixels, c'est normalement ce qu'on utilise pour de l'impression d'affiches. En fait, on n'a pas besoin d'autant de pixels. Mais il y a une croyance que la qualité de photo dépend de ce nombre de pixels, alors qu'elle dépend bien plus de la qualité du capteur. À droite, c'est des nouvelles fonctionnalités d'app, comme éclairage de cinéma sur YouTube, qui projette les couleurs de la vidéo sur l'ensemble du navigateur, qui est très consommatrice pour le terminal en termes de ressources, et qui est activée par défaut sans vous demander votre avis. Dans les pistes, ce qui pourrait être intéressant, c'est de montrer que les choses sont par défaut, qu'elles ont été modifiées ou pas, comme un saut ou un objet, sur un objet ou un lien qu'on a déjà visité. De pouvoir voilà, choisir, montrer que les choses ont été modifiées ou pas. Ça peut être aussi choisir son par défaut soi-même, c'est-à-dire faire en sorte que l'état d'un paramètre revienne toujours à mon par défaut au redémarrage d'une application, au redémarrage de mon téléphone au bout d'un certain temps. Ce qui fait que de sorte que si j'oublie de remettre en mode sobre, ça revienne tout seul, des choses comme ça. Ou bien même choisir le par défaut, non pas de l'application, mais d'une communauté. Pouvoir télécharger des par défaut d'une communauté. Quatrième constat, une accessibilité, une dispersion confusante. En gros, de manière générale, trouver un paramètre, c'est compliqué. Les paramètres sont même lexicalement et formellement différents entre les applications, ce qui demande un effort de réadaptation constant. Et ça, c'est cette question d'accessibilité importante dans la mesure où le paramétrage pourrait permettre des pratiques plus écologiques. Sur Twitter, par exemple, la qualité des images est très loin dans une catégorie un peu bizarre. Voilà. Sur Netflix, c'est pire. La qualité des vidéos, il faut aller
Donc sur l'application web, il faut aller dans Compte, puis dans Contrôle parental. Trop bizarre. Donc dans les pistes, nous ce qu'on propose, c'est par exemple d'essayer de renommer ces modes, renommer ces paramètres, renommer ces catégories, pouvoir les trouver, choisir en fait, réorganiser ces paramètres. Par exemple, le mode avion pourrait s'appeler mode déconnexion, mode renoncement, mode économie de batterie, voilà. Donc, et de pouvoir peut-être les classer où on souhaite. Peut-être aussi, non celui-là je vais le passer, peut-être, enfin oui c'était ça, c'était pouvoir les ranger. Ou alors construire ses propres moyens d'activer des paramètres. Par exemple, que l'image d'une vidéo se désactive si je retourne mon téléphone avec le capteur, et du coup que l'application de vidéo ne télécharge plus que le son. Ou alors que ce paramètre s'active quand je slide avec 3 doigts, ou etc., etc. Bref, de paramétrer la manière même de paramétrer pour faciliter son usage. Cinquième constat, les applications de manière générale proposent assez peu de paramètres. En revanche, on a constaté que les alternatives libres en proposent en général bien plus, parce que les paramètres entrent moins en conflit avec les objectifs économiques. NewPipe, par exemple, ou LibreTube, qui sont des alternatives pour pouvoir consulter YouTube sur YouTube, nous propose de télécharger, nous propose de ne pas télécharger le flux vidéo ou ne pas afficher les recommandations algorithmiques. Ou encore Mastodon, qui est à l'inverse de Twitter, propose la suppression automatique de posts, donc la péremption, parce que son modèle n'est pas basé sur de la captation de données et de l'attention. Mais du coup, ça veut dire quoi? Faire des applications plus paramétrables avec des paramètres écologiques. Donc voici un peu en vrac quelques autres pistes sur lesquelles nous travaillons en ce moment. Je vous redis, c'est en cours. Imaginez par exemple des paramètres pour des téléphones qui vieillissent. Comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est de faire fonctionner son smartphone le plus longtemps possible, parce que la fabrication est très impactante. Et du coup, comment on peut faire fonctionner avec des fonctions dépréciées, des fonctions cassées? Alors, c'est déjà le cas, par exemple sur iPhone. Si vous cassez votre bouton physique, vous pouvez créer il y a un paramètre qui permet de créer un bouton virtuel directement sur l'écran. On peut aussi imaginer à quoi ça ressemble des paramètres qui permettent de fonctionner sans écran, sans batterie, allons un peu loin. Ou même un GPS sans le son. Je pense aussi à ce projet qui s'appelle Derive, qui est un genre de GPS sans carte. Donc voilà, c'est aussi des paramètres qui pourraient avoir des intérêts concrets sur les questions d'inclusivité, d'accessibilité pour des personnes handicapées ou déficientes. Il y a tout un truc aussi, une piste qu'on est en train de travailler sur le vocabulaire lexical et graphique de l'écologie. En fait, de nombreux mots et représentations aujourd'hui font croire à un numérique sans friction, sans impact, sans corps. Alors le symbole, c'est le cloud, le nuage, c'est vague comme ça. Ou même des petits trucs comme le bouton du petit avion en papier sur l'envoi d'un message, qui renvoie à un truc un peu sans infrastructure, sans intermédiaire, à la différence de l'enveloppe, léger, etc. Alors on a déjà réalisé, je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais tout un cahier d'idées sur un navigateur écologique. Mais bref, sur comment on pourrait changer ce vocabulaire, par exemple changer le bouton de lecture, le triangle, par un bouton de téléchargement. Du coup, parce que c'est ce que fait un navigateur, il télécharge. Donc ça change notre perception en fait de ce qu'est le numérique ici. Et donc faire la même chose dans les paramètres, ça voudrait dire, plutôt que dire activer la lecture automatique, est-ce que j'active le téléchargement automatique? Et ça ne fait pas la même chose en fait dans la manière de se représenter le numérique. Encore une autre piste qui est le paramétrage collectif. On pourrait par exemple imaginer dans un groupe de messagerie de décider ensemble par un système de vote des paramètres comme la taille par défaut des images, leur autosuppression, etc. plutôt que ça soit juste d'un admin. Et du coup, sensibiliser un peu le truc. En fonction du rôle du groupe de messagerie. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est pro? Est-ce que c'est des blagues? Voilà. Encore une autre, déplacer le lieu du paramétrage. Alors là, c'est dire qu'on peut faire du paramétrage en le sortant de l'onglet paramètres. On n'est pas obligé de tout mettre d'un côté, là, dans cet onglet.
peut-être de le sortir et le mettre plutôt dans l'expérience de l'application, comme par exemple, c'est des étudiants qui ont fait ça, de régler au moment de la capture d'une photo, de donner la date de péremption de la photo, par exemple. Est-ce que c'est des photos qu'on veut garder à vitam aeternam? Est-ce que c'est juste de la capture d'écran temporaire, etc. Mais aussi, ça veut dire déplacer le lieu du paramétrage. Ça voudrait dire aussi peut-être sortir de l'appli, faire du paramètre au niveau des routeurs, au niveau du réseau Wi-Fi. Aujourd'hui, on a plein de paramètres qui est au contrôle parental via la box. On pourrait en avoir aussi pour du paramètre écologique. Ou je pense aussi à Pi-hole, qui est un petit dispositif qui permet de bloquer, c'est un ad blocker au niveau du réseau. Et enfin, voilà, des paramètres de la limitation et de la friction volontaire. C'est-à-dire des paramètres qui permettent de limiter le numérique, nos usages, de créer des frictions dans notre quotidien, à l'heure où le numérique est très rapide, on est connecté 24/24 dessus, etc. Mais ça a un coût, ça. Donc, par exemple, sur Branch Magazine, qui est un site web, la définition des médias descend si le mix électrique de votre pays est moins carboné ou pas. Alors, vous pouvez le choisir quand même, mais donc là, c'est 4 versions, suivant du coup la qualité des images descend aussi selon votre mix électrique. On peut aussi imaginer que l'icône d'une application disparaisse pendant les pics de visite, parce qu'en fait, les serveurs sont conditionnés en fonction des pics de consommation. La taille des serveurs est conditionnée en fonction de ça. Ou au moment de la canicule et de la sécheresse, en fait, les serveurs bourrinent encore plus, vont pomper encore plus d'eau pour se refroidir, notamment ceux qui sont en refroidissement adiabatique, etc. Et donc, peut-être avoir un paramètre qui réduise la qualité d'un contenu ou cette application pour pas qu'on, enfin, l'icône d'une application pour pas qu'on aille cliquer dessus par réflexe. Voilà, en fonction de ce qui fait chaud, par exemple. S'il fait trop chaud, comment on fait pour moins utiliser le numérique et de créer de la friction, de la limitation volontaire. Bref, voilà, je vais en rester là parce que c'est un petit aperçu des vastes possibilités. Je suis resté vraiment juste sur l'aspect design des paramètres, pas les technos, pas les fonctions des applis, voilà, ça peut être un autre sujet, mais c'est sur des choses sur lesquelles on travaille. Donc prochainement, on a déjà commencé à publier une partie, mais vous pourrez aller voir sur notre site web, donc Limite Numérique. Je vous invite aussi à aller sur la newsletter Limite Numérique, qui est une newsletter où l'on partage actu, idées, réflexions sur le sujet, de façon assez accessible, vraiment pour tout le monde. J'ai aussi mis le lien aussi des dataviz que vous avez vu qui sont en emoji, donc hyper légères au début. Et puis c'est à peu près tout, et nos réseaux. Et voilà, et vous pouvez mettre un petit feedback aussi sur le site de l'événement. Et je vous remercie et j'attends vos réponses, vos questions. Ouais, si vous avez des questions. Ouais. Merci pour la présentation. Alors moi j'avais une question, bon, j'ai déjà une réponse à cette question, c'est finalement on réfléchit à cette paramétrisation, comment maintenant venir répandre la pratique, et ça c'est en lien un peu aussi avec le talk de la keynote d'ouverture de ce matin, dans un monde où les concurrents, les autres, eux, vont continuer à exploiter via du design de persuasion les biais cognitifs. Il y a deux réponses. Déjà, évidemment, il y a un enjeu économique que je ne suis pas à même de traiter. Et évidemment, il faut un changement là-dessus. Il faut de la régulation. Il y a déjà pas mal de choses qui se passent. On est assez en avance au niveau européen et français, même si ce n'est pas assez. Mais il y a le RGESN là-dessus. Il y a déjà de la réglementation qui, de toute façon, pousse là-dedans. Et donc, c'est un moyen aussi de commencer à aller avant les autres sur ces sujets-là. Et puis, il y a des enjeux intéressants aussi de croisement avec des usages. Faire ce genre de paramètres, c'est aussi faire en sorte que nos téléphones durent plus longtemps, qu'ils consomment moins de données, de data. Donc, il y a des enjeux économiques en tant qu'individu, que ma durée de batterie dure plus longtemps, etc. On en a marre de charger tout le temps nos téléphones.
Et puis voilà, et je pense que de toute façon, les gens sont de plus en plus sensibles à ça. C'est aussi un argument de communication. Les gens attendent de plus en plus des engagements auprès des entreprises sur ces enjeux climatiques et écologiques. Très clair, merci. Bonjour et merci beaucoup pour ta présentation. On sait que les impacts environnementaux du numérique sont essentiellement concentrés dans la fabrication des appareils. Donc tu parlais tout à l'heure des terminaux. Tu as beaucoup parlé des smartphones, mais on peut aussi parler des PC, des télévisions, des consoles, tout ce qu'on veut. Est-ce que dans tes recherches, tu as déjà eu l'occasion de mesurer quel impact ça peut avoir de travailler sur ces paramètres écologiques? Savoir si on est de l'ordre de la cacahuète ou si on est de l'ordre de quelque chose de très pertinent. Ouais. Alors, en fait, c'est très compliqué à calculer parce qu'en fait, on parle pas mal d'effets rebonds. Comme je l'ai dit, en fait, ça dépend de beaucoup de facteurs. Nous, on a quand même, évidemment, il y a des paramètres qui agissent sur la consommation électrique, le réseau, etc. Mais c'est une toute petite partie. Sur un smartphone, la consommation juste du smartphone, c'est moins de 5% de son impact dans toute sa durée de vie. Ce qui est important, c'est la fabrication. Donc, ce qui est, on va dire, les paramètres les plus intéressants, c'est ceux qui permettent d'éviter l'obsolescence des terminaux et leur renouvellement. Aujourd'hui, on opère une inflation des performances, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, quand on commence à avoir un choix par défaut, comme j'ai dit, d'un appareil photo qui qui choisit la qualité maximale de photos, au fur et à mesure, on va envoyer des photos de plus en plus grandes, on va avoir besoin de réseaux plus grands, on va devoir fabriquer des équipements. On va devoir renouveler. Nous, on a fait des enquêtes sur la perception de l'obsolescence des smartphones auprès d'utilisateurs. On s'est rendu compte que la sensation de ralentissement, genre ça rame, la saturation du stockage, etc., est un des facteurs importants de renouvellement. Et donc, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je disais au début, c'est pas juste question de faire des objets réparables, c'est qu'il y a un rôle à jouer dans les paramètres, mais pas que. Là, c'est un focus sur les paramètres, mais il y a plein d'autres choses qu'on travaille également. Il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas que du rôle du design, qui sont aussi du rôle des développeurs, développeuses, du marketing, etc., etc. Mais complètement d'accord avec toi. Mais du coup, en tout cas, on n'a pas encore mesuré ça, et je pense qu'on ne pourra pas le faire. Déjà, c'est très compliqué la mesure de l'empreinte environnementale du numérique. De toute façon, ce qu'il faut, c'est agir partout où on peut. Voilà. Merci beaucoup pour ta précision et ton focus sur le côté systémique. Merci. Je crois qu'il y avait ici, là. Ah, c'est fini ? Merci bien.